Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous poursuivons notre présentation de l'introduction de l'économie politique. Juste pour rappel, nous nous sommes arrêtés aux questions posées par les sciences économiques et auxquelles ces dernières essayent de répondre. D'abord, comment produire, pour qui produire, quoi produire, combien produire et où produire. Ce sont les questions fondamentales posées par les sciences économiques. Et pour ces questions-là, les sciences économiques proposent des réponses. Grosso modo, on regroupe les réponses dans 3 types de réponses. D'abord, vous avez ce qu'on appelle l'économie centralisée. L'économie centralisée est une réponse proposée par la science économique et elle implique tout simplement, on se base sur les notions suivantes. Tout d'abord, la propriété est donnée à la collectivité. C'est la collectivité qui a la priorité avant l'individu. Et de ce fait-là, la propriété des facteurs production est collective. Autrement dit, les outils de production nécessaires, les éléments productifs qui intègrent le processus de production, font partie de la propriété de la collectivité. Deuxième caractéristique. La liberté d'entreprendre est quasi inexistante, voire absente totalement, parce que tout le monde travaille pour la collectivité. Les réponses à toutes les questions sont proposées et données par le planificateur, ce qu'on appelle ici l'État. L'État est tellement central qu'il décide de tout, de la production, de la consommation, de la répartition de la production sur le territoire, etc. La répartition des revenus se fait selon les besoins de chaque participant. Et ce n'est pas selon l'effort proposé par chacun des participants dans le circuit économique. La deuxième réponse apportée par les sciences économiques, c'est ce qu'on appelle l'économie décentralisée, appelée aussi l'économie de marché pur. Cette économie de marché pur donne la priorité à l'individu, donc une jouissance d'un vaste ensemble de droits et de libertés d'action qui sont très larges donnés à l'individu. L'État ne joue qu'un rôle secondaire, voire insignifiant. Juste pour donner une idée sur la proposition de cette économie de marché pur, c'est que par exemple, Adam Smith proposait que l'État s'intéresse à protéger tout simplement les frontières de la nation et à garder un peu l'ordre au sein de la nation. Tout le reste, c'est une affaire des individus. La troisième caractéristique, c'est que la propriété privée des facteurs production est garantie. La liberté d'entreprendre est garantie, elle est très large. Puis finalement, la réponse à toutes les questions est donnée par les mécanismes de marché. Le marché et le fonctionnement du marché résout tous les problèmes posés par les sciences économiques. La répartition des revenus se fait selon les capacités de chaque participant à l'activité économique et selon l'effort, et bien évidemment ici, chacun poursuit ses objectifs et ses intérêts. Vous avez ici ce qu'on appelle la notion de la main invisible. La main invisible est une notion proposée par Adam Smith, qui propose que chacun, lorsqu'il poursuit son intérêt personnel et son intérêt individuel, l'intérêt général est atteint par cette quête des intérêts individuels. Et une troisième réponse qui a été proposée par les sciences économiques, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, ou bien l'économie mixte. C'est la caractéristique des économies modernes des pays en développement, ou bien des pays développés. Cette économie sociale du marché, elle donne bien évidemment la priorité à l'individu. Il jouit d'une vaste palette de droits, de liberté d'action. La propriété privée des facteurs de production est garantie. La liberté d'entreprendre est garantie. Mais vous avez certaines restrictions qui sont imposées et qui peuvent bien évidemment contraindre un petit peu les individus à être limités dans leur choix. L'État joue un rôle très important. Ce rôle-là est un rôle régulateur la plupart du temps. Par exemple, pour montrer un petit peu le phénomène d'intervention de l'État, on peut mesurer son intervention à travers, par exemple, la promulgation des lois et des règles à travers les politiques économiques. Bien évidemment, l'État propose une intervention selon 3 formes de fonctions, selon 3 types d'interventions qu'on regroupe dans ce qu'on appelle les fonctions de l'État selon un auteur américain, qui a proposé ces explications des fonctions de l'État. Vous avez la fonction d'allocation, la production des biens et services publics, par exemple l'armée et la police, puisque le marché est incapable de fournir ce type de biens, ce type de services. Les réglementations destinées à organiser l'activité du secteur privé, par exemple du secteur des assurances, il faut avoir des règles et des normes et des lois qui régissent certains secteurs d'activité. Deuxième fonction de l'État, c'est la fonction de distribution. Et il s'agit ici de jouer avec la politique budgétaire. Par exemple, les dépenses sociales, les transferts dans les entreprises et de la politique fiscale, bien évidemment impôts et taxes. L'idée principale, c'est de suivre l'adage qui dit « prendre aux riches pour donner aux pauvres ».
Cette fonction de distribution ou de redistribution de certains auteurs, en fait, on alloue des ressources aux plus démunis, comme par exemple les étudiants, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Et bien évidemment, vous avez la réglementation en matière de redistribution des ressources, les ressources financières, les ressources budgétaires. La réglementation joue un rôle aussi important, comme par exemple le salaire minimum. Troisième fonction, c'est la fonction de stabilisation. L'État joue un rôle très important dans la stabilisation de l'activité économique en cas de surchauffe économique, ou bien en cas de crise et de récession économique à l'aide des politiques économiques comme la politique budgétaire et la politique fiscale, la politique monétaire qui est gérée par les banques centrales. La fonction de stabilisation essaie de calmer un petit peu les activités économiques lorsque l'activité économique est très importante, c'est-à-dire est en surcharge économique, où on risque d'avoir des problèmes économiques, tels que par exemple l'inflation. L'État intervient par ses politiques pour calmer un petit peu cette activité et puis régulariser un petit peu la situation. De l'autre côté aussi, l'État intervient pour relancer l'activité économique lorsque l'activité économique tombe en récession et permet de relancer l'activité économique, et par exemple de combattre le chômage. Alors, en guise d'indicateur sur l'intervention de l'État dans l'activité économique ou dans la sphère économique, on peut mesurer cette intervention à travers des dépenses publiques et leur pourcentage dans le PIB, c'est-à-dire dans le revenu de la nation. J'ai pris deux exemples, la Suisse et la Suède. La Suède est un pays qui est socialement très développé, la Suisse aussi. Vous voyez l'évolution depuis 1960 jusqu'à 2017 de la part des dépenses publiques par rapport au PIB. Vous voyez que la Suède, sa part est très élevée par rapport à celle de la Suisse. Mais la Suisse ne reste pas en retard. Il y a une évolution quand même assez importante entre 1960 et 2017. Quels sont les problèmes économiques à étudier ? Vous avez le fonctionnement des marchés, y compris les marchés financiers, les taux d'intérêt, les cours des actifs financiers. On a les comportements des producteurs et des consommateurs, les décisions en matière d'économie, en matière de consommation, en matière de production, en matière de vente, en matière d'investissement. Vous avez l'évolution des variables économiques dans le temps, comme par exemple le PIB, l'inflation, le taux de chômage, les cycles d'activité. Est-ce qu'on est en situation de crise ? Est-ce qu'on est en situation de récession? Est-ce qu'on est en situation de relance? Est-ce qu'on est en situation de surchauffe? Tout cela permet de positionner un petit peu l'activité économique sur sa trajectoire. La croissance économique, c'est-à-dire l'évolution du PIB réel, c'est-à-dire l'évolution de la production d'une nation d'une période à l'autre, ou bien dans le temps, ou bien la comparaison aux autres pays. Les activités commerciales et la finance internationale, c'est-à-dire les exportations, les importations, les relations financières internationales, etc. Et bien évidemment, vous avez le rôle de l'État et de la politique économique dans l'activité économique, etc. Alors, vous avez quelques concepts qui sont des concepts très importants et des notions de base. Vous avez la notion de marché. Qu'est-ce qu'on entend par marché? Le marché, c'est la rencontre entre des offreurs et des demandeurs de biens et de services. C'est une interaction entre les offreurs et les demandeurs. Le marché peut être un lieu physique, comme par exemple le marché du samedi, marché des légumes, marché du fruit, ou bien par exemple un local de bourse, ou bien la notion de marché. Le marché peut être un lieu virtuel, c'est-à-dire sur Internet par exemple. On fait des rencontres entre les offreurs et les demandeurs à travers le virtuel, c'est-à-dire établi à travers Internet. Vous avez une notion qui se répète toujours, qui est tellement utilisée, c'est les biens et services, de consommation, d'investissement intermédiaire, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez les besoins, les biens et services. Un bien, c'est un bien qui est tangible, matériel, qu'on peut stocker. Un service, c'est un produit qui n'est pas stockable et qui est consommé au moment de la production, comme par exemple l'assurance passée avec un avocat ou bien l'auscultation chez le médecin. Vous avez un schéma qui regroupe un petit peu et donne une idée un peu sur les différents types de biens. On a bien évidemment des biens libres qui ne font pas partie de l'étude des sciences économiques. C'est le soleil, c'est l'eau de mer, c'est le vent qui n'ont pas de marché. Et vous avez des biens économiques. Vous avez des biens matériels, des biens immatériels. Dans les biens matériels, on a les biens production, facteurs potentiels comme des biens d'investissement, c'est-à-dire par exemple les équipements, les infrastructures, etc. Vous avez des facteurs répétitifs, des matières premières par exemple, les matières auxiliaires, les produits d'entretien et de fonctionnement. L'autre côté, vous avez des biens de consommation, des biens dits intermédiaires et des biens finis.
Et puis, vous avez les biens immatériels, tels que les services qu'on vient de définir. Vous avez les biens matériels du type brevet, qui sont tout simplement des droits. Il y a un élément très important aussi dans le cadre des notions proposées par les sciences économiques, c'est ce qu'on appelle la comptabilité nationale. Les comptes nationaux sont une statistique économique de synthèse proposée par des institutions appartenant à l'État. En Suisse, par exemple, c'est l'Office fédéral de la statistique. Les comptes nationaux représentent dans un cadre comptable d'une relation macroéconomique, c'est-à-dire au niveau de la nation entre les agents et les secteurs économiques du pays au cours d'une période de temps ayant ainsi pour objectif de refléter le mieux possible la réalité économique. Ces données permettent non seulement de construire des modèles, de la prévision économique, mais aussi de vérifier empiriquement les théories économiques. Vu qu'à travers le temps, on amasse et on collecte des informations et on fait des calculs et des estimations sur les grandeurs macroéconomiques et sur les variables économiques. Et bien évidemment, les économistes théorisent un petit peu, ils modélisent, et la confrontation de statistiques avec les modèles théoriques peut rendre la situation plus claire, des phénomènes plus clairs, des liens entre les différentes grandeurs macroéconomiques et économiques tout simplement plus clairs. Les comptes nationaux relèvent des grandeurs macroéconomiques d'une nation au cours d'une période de temps. Merci.